nous y voilà dans cet épisode spécial de la Martingale où on va parler d'un produit. Oui, c'est un produit, un ETF. Ouais, c'est un produit. Super hot dont tout le monde parle depuis quelques années. L'ETF. Alors l'ETF, on voit vaguement ce que c'est quand on écoute la Martingale, hein, généralement, mais on ne sait pas forcément exactement ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne. Et dans ce premier épisode avec toi, Gaëtan, j'aimerais bien qu'on creuse un peu ce que c'est, ce qu'il y a derrière, comment ça tourne. Toi, tu es directeur monde de la distribution digitale et des ventes des ETF chez Amundi, donc tu connais bien ça, tu bosses sur des ETF depuis longtemps ? Oui, depuis un petit moment, depuis 2007. 2007 ? Oui, et j'ai fait ma carrière exclusivement sur les ETF. D'accord, oui, donc on peut dire que tu es assez expert en ETF. Absolument. Très bien. Eh bien, ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est exactement, Gaëtan, un ETF ? Alors, les ETF, de façon assez simple, ce sont des fonds d'investissement qui vont répliquer à la hausse comme à la baisse les performances d'un indice financier, d'un indice boursier, comme par exemple le CAC 40. On dit que c'est un fonds d'investissement. Pour moi, c'était un tracker, c'était plus une sorte de programme ou logiciel ou non ? Non, c'est un fonds. Ok. Donc ça peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être un fonds commun de placement français, ça peut être un véhicule de type SICAV luxembourgeoise, et c'est régulé par la directive UCITS, donc qui finalement réglemente les fonds européens et s'assure entre autres de préserver l'intérêt des investisseurs. Donc c'est un fonds. Ok. Pour moi, j'assimilais ça à ce qu'on appelle un tracker et je me disais c'est juste une sorte de ligne de code, quoi. Non, alors, le tracker, en fait, c'est le nom un petit peu historique et qui est principalement utilisé en France. J'imagine parce que finalement on traque un indice, on réplique un indice, mais le nom qui est le plus utilisé est ETF pour Exchange Traded Funds. Ok. Donc Exchange puisque c'est listé et ça s'échange en bourse. Traded parce que ça traite en bourse. Fund, fonds. D'accord. Donc voilà. Évidemment. Obviously. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Pourquoi c'est si bien ? Quels sont les avantages de l'ETF ? Alors, l'avantage de l'ETF, le premier avantage, c'est que c'est extrêmement transparent, puisque finalement, lorsqu'on achète un ETF, on va acheter un indice. Donc, tous les jours, on peut constater quelle est la performance de son indice et donc quelle performance je vais recevoir. Donc, j'achète le CAC 40, le Nasdaq, le MSCI World, c'est un indice, je le vois dans la presse, je le vois partout et mon ETF va se comporter pareil. Exactement. Alors, à avoir en tête quand même, il y a des frais de gestion. Donc, la performance finalement de ton ETF va être la performance de l'indice moins les frais de gestion. Mais j'ai en tête qu'il y en a moins dans les ETF qu'ailleurs, c'est faux ? Alors, les ETF, effectivement, sont finalement des outils financiers où les frais sont relativement faibles. Alors, selon les chiffres de l'AMF, aujourd'hui, les frais de gestion en moyenne sur un ETF action en France, c'est 0,37%. Donc, pour faire simple, tu investis 100 € dans des ETF, tu vas payer 37 centimes de frais. Entrée-sortie ? Alors, deux niveaux de frais. Donc là, je parle des frais de gestion. Donc, ce sont les frais qui vont être perçus par la société de gestion qui émet les ETF. Et ensuite, il y a un deuxième niveau de frais, puisque, comme je l'expliquais, un ETF se traite comme une action. Il va y avoir des frais de courtage. Et donc là, les frais de courtage vont dépendre de ton intermédiaire financier, de ta banque, de la plateforme digitale que tu vas utiliser pour acheter et vendre tes ETF. Donc tes 37 centimes, c'est juste les frais de gestion ? C'est uniquement les frais de gestion. Et quelle fréquence ? C'est tous les ans ? C'est tous les ans. Donc Okay. c'est perçu annuellement. Ok. Et les frais de courtage, ça va de combien à combien ? Ça va dépendre d'une banque à une autre. Généralement, on parle de quelques euros. C'est un bon frais de courtage, c'est 2 € ? 2 €, oui, c'est bien. Ok. Très clair. Pourquoi est-ce que les ETF sont devenus aussi populaires ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que finalement, moi j'ai l'impression qu'il y a encore... Toi tu me dis que tu bosses là-dessus depuis 2007, mais pour le grand public, moi je connais ça depuis le début de la Martingale, 2019, quoi. Je ne suis pas surpris. En réalité, si on regarde les ETF, historiquement, c'était un marché qui était essentiellement occupé, dirais-je, par les investisseurs institutionnels et les investisseurs professionnels, donc les gérants d'actifs, entre autres.
Et puis on a observé depuis 2019, finalement période Covid avec finalement les particuliers qui s'intéressent de plus en plus à la bourse, premier élément. Deuxième élément, le développement de l'ensemble des plateformes digitales, des banques en ligne qui offrent un accès au marché financier simplifié. Et puis troisième élément, on voit que les ETF sont de plus en plus disponibles dans les enveloppes d'épargne que plébiscitent les Français. Donc l'assurance vie, le PEA, le PER, bien évidemment le compte titre ordinaire. Donc on a des accès qui sont facilités sur ces outils. Et les ETF répondent à un besoin d'épargne des Français. C'est un produit qui est simple, transparent, des frais peu élevés et finalement qui donne accès à un nombre de sous-jacents extrêmement diversifiés. Je ne crois pas avoir mis mes ETF dans toutes les enveloppes dont tu as parlé là. Il va falloir que je me renseigne. Quand on achète un ETF, souvent on achète des valeurs ou comme tu le dis, un indice. Ça peut être sur une valeur ou sur 2 valeurs ou sur 3 valeurs ou c'est toujours quand même un CAC 40 enfin, ça peut être fait de manière un peu exotique. Alors, il y a une règle à respecter. Comme j'ai expliqué, hein, les ETF au sens fonds UCITS réglementés doivent respecter des règles de diversification. Donc on ne peut pas avoir un ETF réglementé UCITS qui ne soit que sur une valeur. Donc tu seras toujours investi sur un panier d'actions ou un panier d'obligations. Panier, ça veut dire 2 ou ça veut dire 20 ? Exactement. Non. Ce sera toujours aux alentours de 10 sous-jacents. Ok. Et parce que je me trompe pas, j'ai vu des ETF qui peuvent être Vaccine Tech, MedTech, Health Tech, ou des ETF qui sont vraiment beaucoup plus sur l'impact, par exemple. Donc, ça, c'est possible. Alors, absolument. Donc, effectivement, dans l'univers des possibles sur les ETF, tu vas retrouver l'ensemble des indices, je dirais, traditionnels sur le CAC 40 en France, le DAX en Allemagne, le MSCI World, donc les 1400 plus grosses capitalisations boursières mondiales. Et puis, ce qui s'est développé ces dernières années, finalement, c'est l'investissement thématique. Et donc là, on voit des indices qui sont développés spécifiquement sur les thématiques que tu évoquais. Ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être les semi-conducteurs, ça peut être la santé, comme tu l'évoquais d'une part. Et d'autre part, on a observé notamment en Europe une croissance assez importante des ETF avec une approche investissement responsable, notamment avec les critères E, S et G, qui représentent aujourd'hui une part significative de l'offre d'ETF dans le marché. Donc c'est un marché en croissance dans l'absolu sur tout le secteur, les ETF ou... Oui, globalement oui. On observe en moyenne, sur les 10 dernières années en Europe, on est sur des taux de croissance de l'ordre de 15% par an. Ok. Donc c'est assez significatif. On s'attend finalement à ce que cette croissance se maintienne, voire accélère, pour la raison que j'évoquais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a adressé le marché des investisseurs professionnels. Et là, on voit vraiment le marché des particuliers qui accélère, ce qui est un peu l'opposé de ce qui s'était passé aux États-Unis. Finalement, aux États-Unis, le marché des particuliers sur les ETF est extrêmement important. On ne l'avait pas observé en Europe jusqu'à présent. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Ok, il y a un gros rattrapage. Alors, peut-être que c'est aussi parce que tu peux rentrer à assez faible coût dans un ETF. Il y a un minimum ? Alors, en réalité, il faut regarder quel est le cours de l'ETF. Donc, le cours de l'ETF, ça va de 5 € à une centaine d'euros. Donc, ça permet vraiment de pouvoir mettre en place des projets d'investissement, des projets d'épargne, avec des niveaux d'investissement initial relativement faibles, de mettre en place une épargne programmée, je dirais assez indolore, et de pouvoir avoir différents points d'entrée et de pouvoir lisser un peu son épargne. Sachant que ça, en tant que OG, comme on dit, Original Gangster, quand j'étais... avant que tu bosses sur les ETF et que j'achetais mes premières actions, il me semble que je devais acheter une action entière. J'ai acheté un Renault, un Publicis, un Air France.
si c'était 600 euros, je devais payer 600 Oui. euros. Je ne pouvais pas payer 10 euros pour avoir tout le CAC 40, en fait. Il aurait fallu que je me le refasse moi-même. C'est ça le gros... L'avantage, c'est qu'effectivement, en une transaction, pour 5, 10 euros, 40 euros, tu peux avoir accès à l'intégralité d'un indice. Donc, comme tu le disais, tu peux acheter pour 30 euros l'intégralité de la composition du CAC 40. Idem sur des indices encore plus larges. Hein. Ouais, c'est là où, en fait, quand même, avec plein de plateformes et plein d'endroits, tu peux vraiment le faire. On dit beaucoup diversifier, mais miser sur l'Asie, la santé, l'impact. C'est vraiment hyper intéressant. Exactement. Et ça, c'est tout nouveau. Ouais, tu peux à la fois diversifier ton investissement en achetant un indice, mais ensuite diversifier l'intégralité de ton portefeuille en disant finalement je vais acheter le CAC 40, le S&P 500 pour les États-Unis, et en parallèle je vais aussi me diversifier en achetant de la thématique, toujours en ayant un panier d'actions, pour revenir sur l'expression, avec plusieurs actions sous-jacentes. Il y a des... J'imagine qu'il y a des ETF un peu de tête brûlée, quoi. Il y en a il y a tout, il y a à boire et à manger dans les ETF, non ? Il faut, je dirais, comme tout investissement, il faut toujours se poser un certain nombre de questions. Encore une fois, lorsqu'on achète un ETF, on achète un indice. Donc, il est important, premièrement, de comprendre la composition de l'indice et surtout son fonctionnement. Voir si ce sont des ETF qui vont offrir finalement une exposition simple à un indice, ou est-ce que ce sont des ETF qui peuvent offrir des effets de levier, donc ils vont être plus volatiles. Donc se poser la question du fonctionnement de mon indice. Ensuite, finalement, de se poser aussi la question du fournisseur d'ETF que je vais utiliser. Quelle est sa réputation, quelle est son expérience, quelle est la taille des encours gérés. Comment ça va s'intégrer aussi dans mon épargne, globalement. Un certain nombre de questions de bon sens, et encore une fois, on investit uniquement dans ce qu'on comprend. Et une fois qu'on a mis ces critères-là, déjà, on évite un certain nombre de problèmes. Non, mais sans parler de problèmes, même pour ceux qui sont les plus aventuriers, quoi. Il pourrait y avoir des ETF hyper volatiles. Tu dis qu'il y en a qui ont des effets de levier à l'intérieur ? Il peut y avoir effectivement des ETF avec des effets de levier. Donc effectivement, là, on va répliquer 2 fois la performance, par exemple, du CAC 40 à la hausse. Tu peux aussi avoir ce même effet à la baisse. Donc évidemment, ça, c'est des ETF, encore une fois, qui sont plutôt utilisés de façon assez rapide. Ces ETF-là ne peuvent pas faire partie d'un projet d'épargne de long terme. Faut l'avoir en tête. Non, mais c'est hyper intéressant de savoir. Je ne savais pas qu'il y avait ce genre de choses. J'avais mis peut-être plus pour des professionnels, des investisseurs aguerris, mais super intéressant. Et tu disais voir qui les aimait. Donc, toi, ton job, c'est d'en émettre ou c'est d'en vendre ? Alors, c'est plutôt d'en vendre. Moi, dans ma fonction, effectivement, c'est de vendre les ETF qui sont manufacturés par Amundi. Et en quoi c'est mieux ou différent d'avoir un Amundi qu'un autre ? Alors, Amundi, déjà, c'est la première société de gestion européenne en termes d'encours. On est le premier fournisseur ETF en Europe, européen. Et donc, on a une expérience qui est extrêmement longue en termes de gestion d'ETF. Donc ça, c'est le premier point. On a l'expérience. Deuxièmement, on a une gamme qui est extrêmement large. Aujourd'hui, Amundi offre plus de 300 ETF. Que ce soit sur les actions, les obligations, les thématiques. Des ETF à la fois standards, mais aussi des ETF avec des critères d'investissement responsable. Donc on a une gamme extrêmement exhaustive. Et plus précisément ensuite sur le marché français, on a une gamme d'ETF éligible au PEA qui est extrêmement large également. Donc ça permet de pouvoir je dirais, investir dans les différentes enveloppes disponibles. 300, c'est un petit nombre. Donc dans le volume, c'est autant sur le nombre d'investissements que le nombre d'ETF que vous proposez ? Vous êtes numéro 1, tu veux dire ? Oui, numéro 1 européen sur les ETF. J'avais oublié, moi, que ça se faisait sur les... À chaque fois, j'oublie. Il va falloir que je m'y intéresse, que j'en achète pour pas oublier. Mais sur les obligations, en effet, j'ai fait un super épisode sur les obligations. Ouais. Et les ETF sur l'obligataire, c'est quand même
un gros délire parce que c'est un marché dans lequel tu peux avoir du mal à rentrer en fait, les Absolument. obligations. Absolument. J'ai toujours un peu tendance à penser que le marché obligataire était plutôt un marché d'initiés, hein, Ouais. et plutôt un marché de gré à gré, dans ce qu'on a pu observer. Et finalement, l'ETF, depuis quelques années, a rendu accessible les obligations au plus grand nombre, permettant de diversifier son épargne et encore une fois de pouvoir investir sur un certain nombre d'obligations, que ce soit des obligations d'État ou des obligations d'entreprise d'ailleurs. On a parlé à peu près de tout. J'ai quand même un peu des risques aussi. Peut-être qu'on n'a peut-être pas tout dit sur les risques. Je voudrais aussi comprendre deux choses avant de te laisser et te proposer. J'aimerais bien qu'on fasse un autre épisode où tu m'expliques comment on peut rentrer dedans et comment tout ça fonctionne, si ça te va. Mais avant ça, dans des épisodes précédents, il y a les premières fois que j'ai parlé d'ETF sur la martingale, on m'a parlé d'ETF physique et d'ETF que j'appelle organique aussi, mais physique, je crois que c'est le bon terme. Physique et d'ETF synthétique, voilà. Est-ce que tu peux me réexpliquer la différence? Oui, bien sûr. Donc les ETF physiques, finalement, ce sont des ETF qui vont toujours répliquer un indice et répliquer cet indice en détenant les actions ou les obligations qui composent l'indice répliqué. Donc typiquement sur l'ETF CAC 40, je détiens les 40 actions du CAC 40. Pour de vrai, indirectement mais pour de vrai. Pour de vrai, pas indirectement, pour de vrai, ils sont si tu regardes le bilan d'un ETF physique, tu regardes dans l'actif de ton fonds, tu auras les actions du CAC 40. Truc surprenant d'ailleurs, moi je reçois de temps en temps des dividendes d'ETF, par des ETF de boîtes, je savais même pas que j'étais dedans, mais c'est assez drôle, ouais. Ok. Et sur les ETF synthétiques, donc tu vas effectivement toujours répliquer l'indice, mais de façon différente, à travers un swap. Donc un swap, c'est un contrat d'échange de performance. Donc ton ETF va investir dans des actifs financiers. Donc pour un indice action, toujours des actions. Par exemple, si on reprend notre exemple du CAC 40, on pourrait considérer qu'un ETF synthétique va investir dans des actions qui ne sont pas celles du CAC 40 et en parallèle va mettre un contrat d'échange de performance. Et ce contrat d'échange de performance va venir... C'est le swap, ça? Exactement, c'est le swap. Va venir échanger la performance des actifs que tu détiens dans le fonds contre la performance du CAC 40. Ok, donc il y a quand même un lien avec l'évolution du CAC 40 réel, je veux dire, même si c'est pas un physique. Pour rentrer dans... Pardon, si je te pose cette question, Gaëtan, c'est que moi, entrepreneur, j'aime pas le synthétique, tu vois. Je me dis, attends, si jamais tu investis dans un truc synthétique, t'es déconnecté, t'investis plus dans l'économie réelle. Il y a un peu je sais pas si j'ai tort ou raison, parce que d'après ce que je comprends, s'il y a le swap, en fait, en l'occurrence, il y a quand même une incidence. Alors, le swap va venir te donner la performance de l'indice que tu répliques. Donc, tu es toujours investi dans l'économie réelle, puisque tu détiens des actifs qui sont des actions qui sont toujours investies par le fonds, mais qui ne sont pas nécessairement celles de l'indice. En revanche, ton contrat de performance, le swap, lui, est indexé, te donne la réplication du CAC 40. Donc, ce qui signifie qu'à un moment donné, pour te donner la performance du CAC 40, quelqu'un doit détenir les actions quelque part pour te donner les performances du CAC 40. On va dans des choses compliquées qui nécessiteraient des schémas, mais j'aimerais quand même là-dessus pousser ça jusqu'au dernier tranchement. Si demain, quelqu'un investit massivement dans des indices synthétiques du CAC 40, est-ce que ça fait monter le CAC 40 ? Là, ou est-ce que, comme c'est synthétique, ça ne le fera pas monter parce que ça va juste répliquer un CAC 40 parallèle? Est-ce que c'est des univers parallèles? Non, ce ne sont pas des univers parallèles parce que là, en fait, on est dans l'univers, enfin, les swaps de performance font partie de l'univers des produits dérivés. Okay. Dérivés au sens dérivés par rapport aux actions, etc. En bout de chaîne, la liquidité, finalement, de ces dérivés correspond à la liquidité du sous-jacent propre. Donc si des montants significatifs seraient investis sur des indices, sur des ETF CAC 40, mettons, en réplication synthétique, en bout de chaîne, quelqu'un doit donner la performance du CAC 40. Donc mécaniquement,
le niveau du CAC 40 augmentera. Parce que à la fin, il faut bien délivrer cette performance et donc il faut détenir ces actions. Donc si des montants significatifs sont investis, le CAC 40 ne va pas rester insensible à ces investissements. En revanche, si c'est des beaucoup plus petits montants, c'est pas forcément corrélé, ça va pas le faire bouger le CAC 40. C'est pareil. Toujours pareil. En bout de chaîne, quelqu'un doit donner la Bien sûr, performance du CAC 40. Donc, alors effectivement, si tu investis 10 euros dans le CAC 40, mais je dirais, de manière générale, si on investit dans le CAC 40, 10 euros, je doute qu'on ait un impact significatif durant la journée sur le cours du CAC 40. Intéressant. Merci Gaëtan Delculé. On te suit sur LinkedIn par exemple. Absolument. Je mettrai le lien. On peut suivre aussi Amundi. On se fait un autre épisode donc, où tu vas m'expliquer un peu tout, sur comment ça fonctionne, comment on rentre là-dedans, par qui, par quels moyens. Ça te va ? Ça va. Bon, salut, alors à la semaine prochaine.